Amis chers téléspectateurs, bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Regards croisés. Les réseaux sociaux façonnent nos vies, nos émotions. Derrière chaque clic, chaque scroll, il y a une quête de reconnaissance. Derrière cette liberté apparente se cache aussi l'addiction, la comparaison et la perte de repères. Alors, pouvons-nous parler d'une promesse d'émancipation ou d'un piège d'aliénation? C'est autour de cela que nous croiserons le regard ce soir. Nous avons comme invité Abdoulaye Oumar Dia, philosophe et socio-anthropologue formé à l'université de Nouakchott puis à l'international. Il s'intéresse particulièrement aux civilisations classiques africaines et s'inspire des travaux de Cheikh Anta Diop. Sa réflexion critique et son regard sur notre époque font de lui un interlocuteur de choix pour nous aider à comprendre une question qui nous touche tous, les réseaux sociaux entre promesses d'émancipation et pièges d'aliénation. Bonsoir. Bonsoir, Madame Fall, si je peux dire ainsi. C'est un plaisir de vous accueillir ce soir. Et comme je l'ai dit tantôt, nous avons comme thématique les réseaux sociaux, promesses d'émancipation et pièges d'aliénation. Alors, pensez-vous que les réseaux sociaux ont tenu leurs promesses d'émancipation ou on court vraiment à l'aliénation? En tout cas, merci pour cette invitation qui est un honneur pour moi puisque c'est le premier du genre en tant que jeune Mauritanien apprenti intellectuel sur le sol mauritanien. Je me sens privilégié pour venir débattre avec vous sur cette thématique très intéressante et qui est au cœur de notre société. En ce qui concerne la thématique telle que vous l'avez exposée au sujet des réseaux sociaux en termes d'aliénation ou de promesses d'émancipation. Vous savez, c'est un couteau à double tranchant. Cela dépend tout simplement de l'usage qu'on en fait. La chose en soi, elle n'est ni bonne ni mauvaise. C'est notre usage de la chose qui détermine notre approche par rapport tout simplement aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux sont une vitrine aujourd'hui de la planète. Même un village le plus reculé du monde est concerné par le phénomène des réseaux sociaux. Partout aujourd'hui où on se trouve, on a des smartphones, le réseau Internet il existe. Et ce qui dit que tout le monde est concerné par le phénomène des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux peuvent être un outil très dévastateur, qui peut être extrêmement dangereux pour la jeunesse ou pour la société dans son ensemble. Par exemple, je ne sais pas, est-ce qu'on va faire une comparaison entre le cas spécifique des Mauritaniens, c'est-à-dire l'impact des réseaux sociaux sur la société mauritanienne, ou survoler cela, voir l'impact des réseaux sociaux dans le monde entier. Ce qui est sûr, c'est que les phénomènes observés sont partout pareils. Maintenant, chaque société, chaque pays a quelque chose de spécifique. Dans mes recherches par rapport à la thématique, on sait que par exemple, les réseaux sociaux constituent un problème majeur de santé mentale et d'estime de soi. De manière générale, on constate que les réseaux sociaux engendrent des problèmes de dépression, des problèmes de paranoïa. Justement, nous reviendrons sur cela de manière plus approfondie. Oui. Maintenant, le cas spécifique des Mauritaniens, je n'ai pas eu à faire des recherches en ce qui concerne la Mauritanie, mais de ce que j'entends, de ce que je vois, on peut en parler. Super. Alors, sommes-nous réellement en lien avec les autres ou seulement en vitrine avec nous-mêmes? En ce qui concerne les réseaux sociaux, oui. Les réseaux sociaux peuvent nous renvoyer à nous-mêmes, dans le sens où, par exemple, moi qui vous parle, à travers les réseaux sociaux, j'ai fait un voyage en moi-même, une sorte d'introspection pour parler à moi-même à travers mes écrits. Là, c'est une conquête qui fait une introspection sur moi-même pour partager ma vision des choses et ma façon de voir les choses. Ça peut être aussi une vitrine de l'extérieur, c'est-à-dire à travers les réseaux sociaux, on arrive à comprendre des phénomènes extérieurs. On arrive, par exemple, à s'intéresser à des cas
de phénomènes de société, par exemple, tels que le cyberharcèlement. Par exemple, on peut parler par exemple des phénomènes d'émancipation, le cas de l'émancipation des jeunes femmes. Là, à partir de la vitrine, on se cultive, on participe au débat qui concerne la société, et ici on participe à l'émancipation de la société. Ouais. Alors, notre identité numérique, hein, quand on parle réseaux sociaux, c'est quelque chose qui est maintenant, on va dire, qui fait partie de nous. On ne peut plus se passer des réseaux sociaux. On expose sur les réseaux sociaux, et d'où cet équilibre entre l'émancipation et l'aliénation qu'il faut chercher. Hein. Donc la question qui suit, c'est est-ce que notre identité numérique finit-elle parfois par compter plus que l'identité elle-même? Question très philosophique qui me fait sourire d'ailleurs, parce que tout simplement, il y a un vieux débat philosophique qui revient de nos jours. C'est que est-ce que l'homme maîtrise la machine ou c'est la machine qui maîtrise l'homme? Il y a Karl Marx qui prédisait en disant que vers la fin, pas vers la fin des temps, mais vers la fin de son processus d'explication de la société ou de la société humaine, il y aura une période où ce qui était humain devient machine, ce qui était machine devient humain. On est presque à cette phase. C'est-à-dire que si on n'a pas le self-control sur les réseaux sociaux, c'est que sur les réseaux sociaux vont nous avaler. C'est comme un trou noir qui nous avale. Mais si on a le self-control, on active notre conscience, on sait se déconnecter, on sait se connecter, on a la maîtrise de la chose, c'est qui est sûr, nous avons une maîtrise de ces outils numériques. Mais si on est devenu addict, on ne peut pas s'en passer. On passe par exemple la moitié de la journée sur les réseaux sociaux. C'est que sûr, on entre dans un phénomène qu'on appelle le scroll, où on devient addict. Et là, on n'est plus maître de son destin. Et là, ce sont les outils qui nous contrôlent. Alors, comment on dit, l'identité même, on est là, on essaie de paraître, on crée une image de nous qui est parfois très fausse à travers les réseaux sociaux. Hein? Donc, je dirais que est-ce que les réseaux sociaux donnent une vraie voix à l'invisible ou seulement une illusion de visibilité? Je dirais plutôt une illusion de visibilité. La plupart des cas, 80% de l'usage des réseaux sociaux vont plutôt dans le sens d'une transgression de l'être, tout simplement. Il y a l'être en soi, en tant que tel qu'il est. Il y a l'être qui est structuré par l'apparence. C'est-à-dire qu'il y a l'illusion, il y a le réel. Maintenant, pour moi, les réseaux sociaux sont un miroir d'illusion. Et d'ailleurs même, ça occasionne beaucoup de frustration, de dépendance et de problèmes de dépression, particulièrement chez les jeunes femmes. Par exemple, une jeune femme qui se connecte sur les réseaux sociaux et qui n'arrive pas à faire le distinguo entre le réel et l'illusion, c'est-à-dire des filles complètement artificialisées, si je peux dire ainsi, qui apparaissent d'une certaine manière sur Facebook en se basant sur les critères de beauté tels que cela est défini par la ligne de beauté au niveau de la mode. Certaines filles vont vers la comparaison. C'est-à-dire qu'elles vont voir un certain modèle de filles de beauté. Sachant que c'est purement utopique. Très utopique. Oui. Très, très utopique. Parce que généralement, ce qu'on appelle les influenceuses ou les influenceurs, ce qu'ils montrent à travers les réseaux sociaux, ce n'est pas le réel, ce n'est pas la vérité. La personne peut, par exemple, apparaître d'une certaine manière sur les réseaux, surtout, par exemple, au niveau de l'illusion, ce que j'appelle l'illusion de la beauté, le make-up, le maquillage, ou de gonfler, par exemple, les filtres, ou tout simplement les chirurgies esthétiques, les plastiques, font par exemple que certaines filles qui voient ces femmes et qui croient que c'est l'idéal de la beauté, elles n'arrivent pas à atteindre cet idéal parce que c'est purement illusoire, elles finissent par tomber dans la dépression, et par un phénomène de comparaison tout simplement.
Et vous avez parlé tout de suite de l'identité, c'est très important. Oui. Il y a l'identité en tant que référence identitaire réelle, que ce soit à travers la culture, que ce soit à travers l'identité. Maintenant, on peut parler d'identité numérique dans le sens où l'individu s'oublie en tant qu'être, en tant que soi, et s'identifie par rapport à ce qu'il voit ou à ce qu'elle voit sur les réseaux sociaux. Là, on est complètement dans un monde illusoire. Tout à l'heure, vous avez parlé du fait que les réseaux sociaux, c'est un poignard ou vous avez bien dit poignard à double tranchant. Un couteau à double tranchant. Couteau, voilà. Et, autant pour moi, un couteau à double tranchant. Donc, indépendamment du paraître, de la vitrine, il y a aussi beaucoup d'opportunités qui naissent à travers cela. Donc je pense qu'il est légitime que je vous pose cette question. Parlons un peu d'opportunités. Les réseaux les rendent-ils accessibles à tous ou seulement à ceux qui en maîtrisent les codes? La réponse se trouve dans votre question et c'est la dernière phrase. Les réseaux sociaux sont plus avantageux pour ceux et celles qui maîtrisent le code. Et qu'est-ce que c'est que la maîtrise du code? La maîtrise du code, ce sont ces gens-là qui sont préparés mentalement, psychologiquement, à faire usage des réseaux sociaux. Si on est bien préparé, on a la connaissance qu'il faut pour séparer la bonne graine de l'ivraie, pour faire la distinction, la part des choses. Descartes disait quelque part que la raison, c'est d'avoir la possibilité, la capacité de distinguer le vrai du faux. Celui ou celle qui arrive à faire cela maîtrise les réseaux sociaux. Ce qui fait qu'il y a certains qui arrivent à s'en sortir, à faire évoluer leur business. Par exemple, aujourd'hui sur WhatsApp, je vois beaucoup de filles qui sortent des écoles, diplômées en commerce, et qui développent de petites entreprises commerciales. Et à travers le statut WhatsApp, on voit leurs produits, la qualité des produits, et elles arrivent à fidéliser comme ça une bonne clientèle. Il y en a d'autres, par exemple, je ne vais pas loin, comme vous, l'usage que vous faites à travers vos textes de slam, de poésie, qui vous a amené jusqu'en Brésil. Ça démontre quelque part que les réseaux sociaux constituent un avantage et peuvent nous ouvrir des fenêtres ou une porte pour s'émanciper et se développer. Donc là, en ce sens, on peut dire qu'il y en a qui maîtrisent le code et qui arrivent à s'en sortir. D'accord. Alors parlons un peu impact et jeunesse par rapport aux réseaux sociaux. Pour les jeunes d'ici, les réseaux sociaux sont-ils une chance d'émancipation ou une source de comparaison douloureuse? Sur ça, je n'ai pas de données ni de chiffres pour répondre à la question. Je n'ai pas vu une étude sociologique ou statistique qui s'intéresse à ce phénomène et pour comprendre si les jeunes sont en dérive à cause des réseaux sociaux, le nombre de jeunes, le pourcentage. Je pense qu'une étude mais d'après votre constat. Oui, d'après mon constat, de ce que je constate de mon point de vue personnel, les réseaux sociaux constituent un handicap pour le développement de la jeunesse. Constituent un handicap dans le sens où l'usage des réseaux sociaux n'est pas contrôlé. Ça ne va pas vers une certaine émancipation, ça va plutôt vers des polémiques inutiles. Par exemple, je vous donne l'exemple de TikTok. TikTok, c'est un réseau que je suis en train d'essayer de bannir. Parce que tout ce que j'y vois, ce sont des querelles, des insultes, des comparaisons et de l'inculte. Il y en a très peu de débats ou d'échanges ou tout simplement... Pourtant, il y a des créations ou il y a des contenus TikTok qui vont vers la création de contenus de sensibilisation, des contenus d'éveillement. Ça dépend juste de ce que... de ce qui vous intéresse en vrai. Quand on est sur TikTok, si l'algorithme suit nos centres d'intérêt, quand on est plus intéressé par, comment dirais-je, par les débats, par les formations, on voit ça, l'algorithme nous montre ça, mais quand on est intéressé par les chants et les danses, ça nous montre ça aussi. Donc, je ne peux pas complètement dire Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais sauf il y a une nuance. Vous oubliez quelque chose. C'est-à-dire que si on fait une étude comparative de l'usage de TikTok, en tout cas moi personnellement, en défilant
sur les pages ou des contenus TikTok, à 80%, ce sont des choses qui ne vont pas dans le bon sens. C'est tout le temps des insultes, des règlements de compte ou des nudes ou des débats sur des choses futiles. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de débat. Par exemple, mon cousin, ami Mickey Diallo, ils animent des débats très intéressants. D'autre part, tu as des jeunes qui ont le verbe facile, mais qui ne sont pas bien formés. C'est le cas de celui qu'on nomme procureur, le jeune procureur. Je ne veux pas aller entrer dans les polémiques, mais tout ce que je sais, c'est que l'usage de TikTok en Mauritanie, de ce que je vois, 80%, ça va dans le mauvais sens. C'est ce que j'observe. Ça part de votre constat. À partir de mon constat, tout simplement. Tout en niant pas le fait qu'il y ait des rencontres, débats très intéressants auxquels j'ai participé d'ailleurs et qui vont dans le sens d'éveiller les jeunes, tout simplement. Alors, tout à l'heure, vous avez parlé furtivement d'addiction, l'addiction aux réseaux sociaux. Alors, je me dis que l'addiction vient-elle des réseaux sociaux elles-mêmes ou de ce qui réveille en nous? Peur d'être oublié, besoin d'être aimé, besoin d'être validé. D'où vient exactement cette addiction, ce besoin permanent de se montrer, d'être validé par des likes ou des commentaires sur les réseaux sociaux? Je ne suis pas un psychologue pour entrer dans l'âme ou tout simplement dans le psychique des usagers des réseaux sociaux, mais de ma petite expérience en tant que diplômé en DEG de psychologie, tout à l'heure au début, la première des choses que j'ai mentionné, c'est la dépendance psychologique des réseaux sociaux et que ça occasionne quelque part de la dépression ou de la paranoïa. En tout cas, ce qu'on observe de manière globale, c'est que les réseaux sociaux engendrent énormément de problèmes psychiatriques. D'ordre psychiatrique, il y a énormément de suicides à cause des réseaux sociaux. Par exemple, quand on n'arrive pas à faire la distinction entre ce qu'on voit sur les réseaux et le réel, on peut tomber dans des comparaisons extrêmement dangereuses et qui amènent même au suicide. C'est-à-dire qu'il y a des filles qui n'arrivent pas à atteindre l'objectif qu'ils se sont fixés tout simplement en voulant être belle ou en voulant apparaître d'une certaine manière. En accumulant des frustrations, des échecs, elles finissent par se suicider. Je ne sais pas si cela est arrivé en Mauritanie, que Dieu nous en préserve, mais c'est qu'en France, par exemple, le taux de suicide de jeunes femmes ou de jeunes garçons, à travers le cyberharcèlement aussi, il y a beaucoup de gens qui se font harceler à travers les réseaux sociaux et qui mettent fin à leur jour. Maintenant, le cas spécifique des Mauritaniens sous l'angle psychologique, ce que j'observe plutôt, c'est des règlements de compte. Les filles règlent leurs comptes sur les réseaux sociaux, elles y mettent leurs émotions, leurs sentiments sur les réseaux sociaux et ça finit toujours voilà, en vrille. Donc, et aussi, il y a le phénomène de non-maîtrise de ces réseaux. Le cas le plus frappant, ce sont ce que j'appelle cas Amna. Je ne sais pas si on le dit, on peut le dire ainsi. Des fuites de vidéos qui sont très intimes, ça détruit des familles. Il y a combien de familles qui ont été éprouvées par des vidéos qui ont fuité, et des vidéos intimes, très intimes. Il y en a beaucoup. Will Smith dit quelque part que le racisme n'est pas nouveau, que le racisme est toujours actif, mais en fait que le racisme a toujours existé. Ce n'est pas que maintenant qu'il y a des mouvements comme Black Lives Matter qui fait que le racisme, c'est quelque chose qui est actuel. Mais c'est juste, c'est filmé. Maintenant, c'est filmé. Et l'intime de l'être, ça a été toujours lié à la nature de l'homme. Ce qui se passe entre une jeune femme et un jeune garçon depuis le début, mais
quelque part, le fait que ça soit filmé, ça cause énormément de dégâts et de problèmes. Alors, vous avez tout à l'heure parlé de comparaison. Alors, cette comparaison permanente fabrique-t-elle une génération qui doute d'elle-même? Une génération qui doute d'elle-même. Bien sûr, si on n'a pas un capital de confiance bien établi, qu'on n'a pas confiance en soi, et qu'on est complètement absorbé par les réseaux sociaux, il y a une forte chance de perdition, qu'on se retrouve complètement dans un monde illusoire, et ça crée des frustrations. Et quelque part, ça conduit à des problèmes de dépression, des problèmes psychologiques. Et l'individu est tout le temps... il y a un phénomène de mal-être qu'on constate chez ces jeunes. Alors, le phénomène de scroll, on scroll, et sans fin. Ça nous bouffe du temps, de l'énergie, ça nous freine, on va dire, quelque part mentalement. Alors, ce phénomène, est-ce pour s'ouvrir au monde ou pour fuir une certaine réalité? Tout simplement pour fuir une certaine réalité. C'est-à-dire quand on est désœuvré, on n'a pas des objectifs dans la vie, on n'est pas motivé pour réussir. Ce qui est sûr, on passe notre temps à scroller sur les réseaux sociaux. Et c'est une manière, quelque part, peut-être d'alléger sa conscience en sentant un certain bien-être en étant sur les réseaux sociaux. Or qu'on est en train tout simplement de perdre son temps. Parce que les réseaux sociaux peuvent développer un certain phénomène d'addiction. Oui. Et quand on est addict, puisqu'en fait la réalité elle est dure. Le monde, on vit dans un monde cruel quelque part. Et si on n'ose pas aller affronter la vie, se confronter à la réalité, se confronter à l'adversité, c'est que sûr, on va se cacher derrière notre écran et se mettre là à scroller, à défiler, à voir des images. Or que le temps, l'aiguille, n'attend personne, ça file. Et il y a beaucoup de gens qui deviennent addicts et qui perdent énormément de temps, énormément d'opportunités en raison tout simplement d'un mauvais usage des réseaux sociaux. Parlons un peu de l'algorithme. Alors, les algorithmes orientent-ils nos choix au point de limiter notre liberté de penser? Parce qu'on voit que l'algorithme nous propose des fois, c'est étonnant en fait, quelque part c'est très étonnant de voir à quel point, selon notre état d'esprit, selon notre état d'âme, selon, je ne sais pas, nos envies, l'algorithme peut nous proposer un certain contenu qui effraie, si on peut dire ça comme ça. Bah, effectivement, tout à l'heure au début, je disais que les réseaux sociaux ne sont ni bons ni mauvais en soi, ça dépend tout simplement de l'usage qu'on en fait. Si par exemple, l'algorithme c'est une intelligence artificielle, elle arrive à connaître nos émotions à travers tout simplement la façon dont on utilise les réseaux sociaux. Si par exemple on est plus attiré par les femmes, par leur certaine manière d'être. Si on est par exemple attiré par l'apparence physique de Rihanna, c'est que sûr, à chaque fois qu'on est sur le réseau social, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, l'algorithme va nous amener des filles dénudées, des filles qui apparaissent d'une certaine manière. Et ça, psychologiquement, ça nous rend dépendants. Et c'est comme on manque, on va toujours vers ce manque. C'est comme un fumeur. Quand il n'a pas sa dose de cigarette, il n'est pas bien. Oui. Mais parfois, indépendamment du contenu qu'on scrolle, je ne sais pas comment vous expliquer cela, mais je ne sais pas, peut-être que tu vas penser à une certaine chose ou le dire, et ça apparaît sur tes pour toi. Tu vois, tu penses à une recette de cuisine, ça apparaît sur tes pour toi. Tu penses au stylisme, ça apparaît sur ton pour toi. L'algorithme, d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas exactement. Je comprends ce que vous voulez dire. Je comprends ce que vous voulez dire. En fait, l'algorithme n'est rien d'autre qu'un des phénomènes de l'intelligence artificielle, l'IA. Mais l'IA ne se trouve pas dans nos têtes. Mais c'est un phénomène extraordinaire. Parce qu'en fait, en vérité,
Ce que ces outils-là sont en train de préparer, c'est le remplacement de l'homme, le grand remplacement. En France, il y a Éric Zemmour qui théorise le grand remplacement en disant tout simplement que les Africains sont en train de remplacer les Français de souche. Mais la peur, l'angoisse du monde actuel, c'est le grand remplacement de la machine. C'est-à-dire qu'on est en train de créer des intelligences extrêmement puissantes et qui arrivent à détecter nos émotions, à détecter notre façon de penser. Et ça peut être du toucher. C'est-à-dire qu'il y a des capteurs sur ces téléphones-là, ces outils. Il y a des capteurs. Ce sont des capteurs qui, à distance, peuvent détecter nos émotions. Bon, ce n'est pas quelque chose que je maîtrise, je ne veux pas aller dans les profondeurs, mais pour des questions philosophiques, on sait que la machine, ou tout simplement que le prolongement de l'intelligence humaine à travers les machines vont dans le sens tout simplement de vouloir remplacer l'être humain. Par exemple, avoir un cœur artificiel. Les fécondations in vitro. Aujourd'hui en France, il y a beaucoup de centres commerciaux où ce sont les machines qui assurent les services. On est en train complètement de robotiser la société. Maintenant, je reste convaincu que la machine ne va jamais dépasser l'intelligence humaine. Parce que c'est nous qui construisons les machines de manière de toute manière. Mais le problème, c'est comme vous venez de le dire tout à l'heure, c'est flippant. C'est flippant que vous avez votre smartphone et en pensant à quelque chose, vous naviguez sur les réseaux sociaux, la chose elle apparaît. Comment expliquer cela? Bon, je n'ai pas une connaissance technique de la chose, mais je sais qu'il y a, comme on dit, comme son nom le dit, c'est une intelligence artificielle qui arrive tout simplement à détecter nos émotions, nos manières de penser, nos perceptions du monde et nos centres d'intérêt. Et vu que c'est fait à des buts commerciaux. J'ai lu quelque part quelque chose de très intéressant. Il disait l'algorithme raffole de nos émotions, de nos pleurs, de nos cris. L'algorithme raffole de ça, en fait. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Je vois très bien, et là c'est là. Et ça m'a ramené au fait que, comment dirais-je, les gens utilisent maintenant les réseaux sociaux pour leurs états d'âme, leurs cris, pour comment dirais-je, pour faire des quêtes, pour soigner leurs malades, pour parler de leur peine de cœur. Et l'algorithme raffole de ça. Je l'ai lu quelque part. Je pense que ce raffolement, si on peut dire ainsi, c'est dans le bon sens. Si l'algorithme détecte plus les œuvres caritatives, que, par exemple, reproduit des images qui vont dans le sens d'entraide. C'est-à-dire qu'il y a un individu qui est malade, qui est à l'hôpital, qui n'a pas les moyens pour se soigner. Tu as quelques mouvements qui, à travers les réseaux sociaux, font des quêtes. Ça, c'est dans le sens positif de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose de positif. Maintenant, moi, de ce que je vois, de ce que j'observe, le cerveau étant lobotomisé, on est complètement écervelé quelque part, les gens vont vers le divertissement. C'est le divertissement qui compte plus que sur... Par exemple, moi, je peux étudier la façon de penser d'une personne dans un certain sens, dans une certaine mesure, bien sûr. Quand je le vois sur son téléphone en train de défiler, tout ce qui apparaît de manière récurrente, c'est des choses que la personne visualise le plus souvent. C'est vrai que je ne veux pas aller faire le secret de polichinelle ou aller regarder ce que la personne fait sur son téléphone, mais tu peux être avec un ami, vous êtes assis en train de discuter, tu vois les choses qui défilent. Si tu vois des choses qui se répètent, tu sais automatiquement que cette personne
elle est complètement emportée par un certain phénomène sur les réseaux sociaux. C'est le flux du réseau social en fait. Exactement. Alors maintenant on va revenir un peu sur les réseaux sociaux parce qu'on s'est un peu truc. Les réseaux sociaux est-il à se construire ou enferme-t-il les réseaux sociaux est-il à se construire ou enferme-t-il dans une mise en scène permanente? C'est du théâtre quelque part. Quand on parle de mise en scène. Certes, il y a des contenus qui sont réels. Par exemple, des contenus de nuit de slam sur les réseaux sociaux, ça éveille. Des textes très intéressants, des débats très intéressants. Mais quand on va vers ce que j'appelle les charlatans du monde moderne, par exemple le coach du développement personnel, je n'ai pas une dent contre ces gens-là, mais c'est des vendeurs d'illusions. Ou par exemple, on revient tout le temps sur ça, sur les phénomènes de beauté. Vendre des illusions en disant que ce produit, par exemple, marche très bien pour s'éclaircir la peau. Par exemple, il y a tel produit, si vous l'utilisez, vous allez avoir le corps de rêve, un corps de Jennifer Lopez par exemple. Les gens vont vers ça. Les jeunes filles qui ne sont pas bien conscientes de ces phénomènes vont vers. Et souvent les produits qu'elles vont ramasser à travers tout simplement les phénomènes des réseaux sociaux, elles finissent soit par être déçues ou soit par tomber malades à cause de ces produits qui ne sont pas pharmaceutiquement contrôlés. Parce que ce qu'il faudra oublier, c'est que les réseaux sociaux ne sont pas contrôlés. Ce n'est pas quelque chose qui est contrôlé comme par exemple les médias officiels. Un média officiel ne peut pas publier n'importe quoi. Et on est aussi, il y a un problème de désinformation. On est intoxiqué de jour comme de nuit de certaines informations qui ne sont pas contrôlées. On surconsomme des choses vraiment... qui ne sont pas contrôlées, qui ne sont pas conseillées médicalement. Donc, en ce sens, on peut dire à 70%, les réseaux sociaux constituent une mise en scène extrêmement dangereuse si l'individu n'a pas toute sa tête ou une connaissance assez solide pour en faire un bon usage. D'accord, revenons un peu sur la part des responsabilités de ces influenceurs. Les influenceurs sont-ils des vrais modèles pour la jeunesse ou seulement le reflet de nos obsessions collectives? Nos obsessions collectives. On est vraiment dans la psyché de l'âme humaine en ce qui concerne l'être humain. Vous savez que l'être humain avance masqué. On a tous des tares, on a tous des choses voilées, des envies non assouvies. Et on essaie tout le temps de l'assouvir d'une certaine manière. Et sur les réseaux sociaux, il y a énormément de choses, il y a une certaine manière d'apparaître, d'exister. Or, en réalité, la personne ne se comporte pas ainsi. Il y a une image très intéressante que je visionne souvent, c'est des individus avec un masque de lion. Ils sont derrière leur clavier, ils ont des masques de lion. Ils sont forts, ils sont puissants, ils sont en train d'insulter, ils sont en train de vanner, ils sont en train de troller. Mais quand ils les rencontrent dans la vraie vie, c'est des brebis. Ils n'osent même pas te regarder. Là, on est dans un monde illusoire, tout simplement. Par ailleurs, voilà, en ce qui concerne cet être de soi, parfois les réseaux sociaux nous amènent à créer une personnalité qui n'est pas la nôtre, tout simplement. Et aussi, on n'a pas le courage d'apparaître d'une certaine manière, d'être d'une certaine manière, mais à travers les réseaux sociaux, on essaie de créer ces personnages. Donc, une forme illusoire d'équilibre émotionnel, mais qui en réalité n'a pas un effet positif sur l'individu parce que l'individu est en train de se tromper. J'aimerais vraiment situer la part de responsabilité de ces influenceurs parce que on sait que quand on est influenceur, on se doit d'influencer positivement. Parce qu'on le dise ou pas, il y a cette influence négative, il y a cette influence positive. Mais quand on porte la casquette influenceur,
Ça doit être dans le côté positif des choses. Tu es sur les réseaux, les jeunes, les enfants, les grandes personnes te suivent. Tu es un modèle. Donc, ta part de responsabilité dans l'aliénation. La part de responsabilité, j'aimerais vraiment peut-être tout à l'heure, dans la question, elle était un peu vaste, que j'ai omis de parler des influenceurs. Le terme influence en lui-même, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce qu'influencer? Y en a qui en parlent avec des œillères, mais l'influence, ça existe. Les influenceurs existent. Quelqu'un qui est sur la toile, qui est tout le temps sur la toile, qui a des contenus, c'est un influenceur. Maintenant, est-ce que c'est un influenceur avec un contenu riche, avec un contenu positif, avec un contenu qui peut aider la société à s'émanciper? C'est là où se situe le débat pour moi. Pour moi, au préalable, toute personne qui est exposée sur les réseaux sociaux, qui fait des vidéos, qui participe à des événements majeurs sur les réseaux, qui est devenu un visage connu, c'est un influenceur. On ne peut pas lui ôter cela. Maintenant, est-ce un influenceur dans le sens positif ou dans le sens négatif? Ça dépend tout simplement de ses contenus. Mais malheureusement, moi, de ce que je constate, du milieu des influenceurs mauritaniens, il y a énormément d'ignorance. La majorité des influenceurs mauritaniens n'influencent pas dans le sens positif. Tout le temps, c'est des gens courageux qui ont envie de partager leur vision. Ils ont certes un certain talent de communication, ils ont le verbe facile, mais ils ne sont pas formés pour en faire un bon usage. Ce qui fait que ça n'alimente que des polémiques. Par exemple, il y a un phénomène qui se produit, ou un événement qui se produit, ils occupent la chose. Ils en font des débats sur les réseaux sociaux. Mais du moment qu'ils ne sont pas bien préparés, qu'ils n'ont pas toutes les informations nécessaires, ils contribuent à la désinformation. Ils informent mal. Et les gens qui les suivent, qui ne sont pas bien préparés aussi, les suivent aveuglément. C'est comme des moutons de Panurge. Il y a un mouton qui saute, tout le monde saute. Même si c'est dans la mer, il y a un risque de noyade. Maintenant, sur le cas spécifique mauritanien, des influenceurs ou des influenceuses dans le sens positif, il y en a très peu. Bon, je ne citerai pas de nom pour ne pas commettre un crime de lèse-majesté, mais les 100% d'influenceurs qu'on a en Mauritanie, j'ose dire que 70% c'est dans le mauvais sens. Et la plupart des influenceuses, c'est plutôt vont dans le sens de la beauté physique, de l'apparence. Tout à l'heure on en parlait, de l'illusion. Et ça qui fait ce qu'on appelle le buzz. Buzz, on dit buzz. Ça, si tu regardes, tu scriptes cela, buzz, qu'est-ce que cet individu a fait? Tu pars, tu es un intellectuel, tu réfléchis, tu te dis que ça c'est une perte de temps. Ça n'apporte rien à la société. Je ne vais pas citer de nom comme on a dit tout à l'heure, mais je confirme et je défie quiconque de venir débattre avec moi sur ces questions. 80% ou 110% de l'usage des réseaux sociaux de nos influenceurs vont dans le mauvais sens. D'accord. Alors, on est toujours dans la répartition de la part de responsabilité. Alors, les parents, ces parents qui privent leurs enfants de réseaux sociaux, qui privent l'accès aux réseaux sociaux, sont-ils protecteurs ou dépassés par un monde qu'ils comprennent mal? J'ai envie de dire un monde qui les dépasse, qu'ils ne comprennent pas. Et quelque part aussi, c'est le niveau d'éducation. Est-ce légitime, de votre point de vue, limiter ou vraiment interdire jusqu'à un certain âge l'accès aux réseaux sociaux à son enfant? Est-ce vraiment légitime du point de vue émancipation et aliénation? Ça dépend tout simplement de l'attitude et de la manière dont ses parents agissent pour contrôler l'utilisation des réseaux sociaux de leurs enfants. Peuvent-ils réellement contrôler? Oui, il y a un moyen d'avoir une mainmise sur ça. Comme on dit en pulaar, c'est-à-dire que l'enfant,
n'a pas une... C'est-à-dire que si ton enfant, c'est à toi de décider de la manière dont tu veux qu'il se comporte. Si on a... la responsabilité des parents, elle est primordiale, elle est très importante. Et les parents doivent tout simplement agir au moment où il faut agir. C'est une question de pédagogie. Le problème aussi, ce qu'on remarque, c'est qu'il n'y a pas de communication parentale entre l'enfant et le père, entre l'enfant et la mère. Au moment c'est-à-dire le moment d'agir, c'est déjà trop tard. C'est-à-dire pour moi, selon moi, dès le bas âge, les parents doivent être les premiers responsables, les premiers éducateurs à sensibiliser leurs enfants, à leur montrer que nous vivons dans un monde extrêmement dangereux et que les réseaux sociaux constituent un couteau à double tranchant. Il y a des phénomènes extrêmement dangereux qui peuvent causer la perte de l'enfant. Leur expliquer de manière pédagogique comment utiliser les réseaux sociaux, tout simplement. C'est-à-dire que c'est un art de suivi, d'accompagnement et de surveillance. C'est-à-dire qu'il y a une manière de faire. Les parents eux-mêmes doivent avoir une maîtrise sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'eux-mêmes, ils ne sont pas addicts même? Un parent qui est addict sur les réseaux sociaux, qui passe son temps sur les statuts WhatsApp, sur TikTok, qui rigole tout le temps, qui même en rigole avec son enfant. Certes, l'enfant va vers ça. Maintenant, si les parents, ce sont des parents conscients, des parents responsables, qui connaissent les dangers des réseaux sociaux. Qui limitent aussi leur utilisation des réseaux sociaux. Certes, ils vont se comporter d'une certaine manière à ce que l'enfant puisse tout simplement utiliser les réseaux sociaux à bon escient. Ça dépend tout simplement du niveau d'instruction, de l'éducation, du comportement et du caractère des parents. Alors, comment apprendre à utiliser les réseaux sociaux sans se laisser dominer par eux? Est-ce quelque chose qu'on devrait impliquer dans la pédagogie dès le bas âge, vu que c'est quelque chose d'imminent, on ne peut plus se passer de cela? Pourrons-nous l'impliquer dans la formation fondamentale, comment utiliser les réseaux sociaux, comment gérer ses contenus, ses productions sur les réseaux sociaux? Question très intéressante. Tout à l'heure, elle est tellement vaste que je me suis perdu dans mes explications. Vous savez, même ceux qui ont inventé les réseaux sociaux, par exemple, si on prend par exemple Facebook, Mark Zuckerberg, il sait très bien l'outil qu'il a mis dans les mains de l'homme. Ce qui fait que même eux, ils ont établi des frontières, des boucliers pour leurs enfants et leurs familles sur les dangers des réseaux sociaux. On prend l'exemple de Steve Jobs. Il a écrit un magnifique livre pour parler des dangers et des avantages des réseaux sociaux. Tu prends quelqu'un comme Bill Gates, le patron de Microsoft. J'ai regardé rien qu'avant-hier une interview où il disait que les réseaux sociaux sont une aubaine. C'est une bénédiction pour l'homme. Mais quelque part, si ce n'est pas contrôlé, ça constitue tout simplement quelque chose qui peut constituer, qui peut mener l'homme à sa perte, tout simplement. Donc, nous autres, nous devons tout simplement être conscients de ces dangers, connaître les avantages et les inconvénients, comme vous l'avez dit dans vos questions, soit un vecteur d'émancipation ou un vecteur d'aliénation. Ça dépend tout simplement, comme j'ai dit tout à l'heure, notre degré de conscience, notre degré de responsabilité. Et certes, il est important que dans le milieu éducatif, qu'il y ait des programmes de sensibilisation sur les avantages et les inconvénients des réseaux sociaux. Et il faut aussi multiplier des conférences, des séminaires, de l'école fondamentale au niveau de l'enseignement supérieur pour tout simplement enseigner les réseaux sociaux, comment les utiliser, comment faire un bon usage. Les parents aussi doivent en être conscients. Et toute personne qui est consciente,
qui est conscient des dangers des réseaux sociaux, qui en a, ne serait-ce qu'un iota de savoir, doit agir, interagir pour conscientiser, pour faire comprendre que les réseaux sociaux, c'est un outil très important, mais quelque part, ça comporte des dangers. Finalement, l'équilibre se trouve tout simplement dans la modération ou la façon de réinventer l'utilisation du numérique. Je dirais plutôt de la modération. La modération. De la modération. Les Grecs disaient de l'équilibre dans toute chose. L'équilibre permet tout simplement de garder les pieds sur terre et de ne pas complètement vriller sur un certain nombre de phénomènes. Donc, une maîtrise, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le terme que vous avez utilisé, réinventer ou réinventer notre rapport avec le numérique. Le numérique, c'est quelque chose qui se réinvente, qu'on le veuille ou pas. C'est-à-dire que l'évolution, elle est inéluctable. C'est-à-dire que l'intelligence artificielle va tout simplement évoluer vers le monde futur. Ce qui nous attend dans le futur, c'est quelque chose qu'on ne contrôle pas. Des voitures volantes. Donc, ce qu'il faudrait, c'est une maîtrise. Modération. Une modération. Donc, l'abus de l'alcool rend fou, rend dépendant. Donc, tout ce qui n'est pas modéré, tout ce qui n'est pas équilibré, ça va de soi, que ça déborde et que ça occasionne tout simplement des problèmes majeurs au sein de la société. D'accord, nous arrivons au terme. Alors, la dernière question. Si vous deviez donner un seul conseil à un jeune de 15 ans qui découvre les réseaux, ce serait quoi? Profite ou fais attention? Fais attention et surtout, sache te connecter et sache te déconnecter. Parfois, il faut éteindre la télé pour allumer son cerveau. C'est un terme qui m'est très propre et extrêmement profond. Savoir éteindre la télé pour allumer son cerveau. À l'époque, à l'époque de nos grands-mères, il n'y avait pas les écrans, il n'y avait pas les smartphones, il n'y avait pas la télé. Qu'est-ce qu'on avait comme écran? Le ciel. On nous apprenait le ciel et c'est un univers extrêmement magnifique et passionnant. Les étoiles, la lune. On est de Tchalgoutil el Belengari, c'est là d'où nous venons, toi et moi. Et on sait que nos grands-parents nous ont toujours conté l'histoire de la lune et des étoiles, de Demba et Bodjel et tout ça. C'est un univers magnifique. Maintenant, les réseaux sociaux sont venus, ont remplacé cette éducation, cette transmission culturelle. Mais nous, notre responsabilité aujourd'hui, c'est de maîtriser les réseaux, de les modérer à travers des contenus extrêmement riches, tels que je viens de le dire. Par exemple, nos comptes traditionnels peuvent se retrouver sur les réseaux sociaux. On peut créer des modèles, tout simplement, de jeux, d'histoires, de nos histoires, de nos traditions, dans les smartphones. Donc, un jeune de 15 ans, qu'est-ce que j'ai à le conseiller? Vous êtes des jeunes habitants du monde réel, du monde actuel, et on ne peut pas se passer des réseaux sociaux. Cependant, il faut qu'ils aient une conscience, qu'ils sachent comment utiliser les réseaux sociaux. Moi, personnellement, un jeune de 15 ans, je l'appuierai plus à aller vers des contenus extrêmement riches, par exemple sur des pages où on parle de livres. On parle par exemple d'une seconde lettre de Mariamba, par exemple sur des débats sur l'émancipation de jeunes femmes. 80% que ce soit de la culture et disons 25% du divertissement. Alors, merci Abdoulaye Omar Dia, philosophe et socio-anthropologue. Chers téléspectateurs, entre liberté et piège, les réseaux sociaux est un choix de tous les jours. À très bientôt pour un nouvel épisode de votre émission Regard croisé. Sur ce, portez-vous bien.